Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va cracher du sang, puisque je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Mistwind. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas un mauvais jeu, loin s'en faut, mais c'est clairement pas un bon jeu non plus, ça il faut pas se le cacher. C'est un jeu localisé par Don't Panic Games, édité par Open Hall Studio, et c'est un jeu fait par Brendan McCaskill et Nathan Lidge. Et il y a plein d'illustrateurs, mais je crois qu'ils ne sont pas notés sur la boîte. Alors moi j'étais très enthousiasmé à l'idée de Mistwind. Un jeu qui coûte 110 € je crois, même pas peur, je suis chaud patate, on me propose une expérience infinie, un jeu feel good, un jeu chill, un jeu qui me promet de passer des petites heures sympathiques à regarder des vidéos YouTube et faire un jeu, ma foi, plaisant. Un des jeux les plus marquants dans ma jeunesse, ce n'était pas Animal Crossing, c'était Harvest Moon. Pareil, il n'y avait pas un grand objectif final, on développait notre ferme jour après jour et notre but quand même final c'était de trouver notre âme sœur. C'est le jeu qui m'a fait apprendre l'anglais quand j'étais du coup je crois que c'était en 5e que c'est sorti, je ne sais plus, mais du coup moi un jeu sans fin, pour le coup ben pourquoi pas, un jeu un peu feel good, un jeu où on se développe, où on va pouvoir faire différentes factions, différents travails, différents jobs. Moi, je suis chaud patate. Mais pour le coup, après quelques heures de jeu, j'ai quand même été plus patate que chaud. Je pense que j'ai dû jouer 6 heures au jeu. J'ai clairement pas fait tout le tour du jeu. Peut-être qu'il va manquer le truc de fou. Aujourd'hui, on va pas se retrouver pour une partie de solo. On va montrer un peu comment ça marche. Et puis, on va critiquer. On va quand même donner les points positifs, vous me connaissez. Mais au niveau de la balance, ça va pas être fou. Alors déjà, s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Mistwind, c'est sa simplicité d'installation. Vous avez une boîte qui est super bien faite. Vous voulez jouer le fermier, et ben vous prenez la boîte du fermier. Vous voulez jouer l'artisane, vous prenez la boîte de l'artisane. Bien sûr, ça marche de la même façon avec le garde forestier et la marchande, mais si vous voyez qu'il n'y a rien installé, c'est que ma foi, je n'ai même pas essayé les deux. J'ai lu les règles du garde forestier, et puis je me suis dit, allez, balèque, comme on dit dans le milieu. Parce que oui, il faut apprendre à jouer avec vos personnages, parce que vous avez une règle de base qui s'appelle la charte du village, qui est ma foi bien faite, qui est un petit peu longue, ça fait 35-40, bon après il y a toutes les explications des compétences, une quarantaine de pages, mais en vrai, ce sont des actions qui sont très simples, donc ça passe bien. Mais par contre, ces 40 pages, c'est pour expliquer le fonctionnement de ces 3 petits plateaux. Après, il va falloir choisir votre personnage et vous tapez tout simplement les règles du personnage en question. Encore une fois, ce sont des règles très simples, c'est illustré, il y a pas mal d'exemples, ça marche super bien. Mais j'ai envie de jouer le fermier, j'ai déjà installé mon plateau, mais le plateau, tout se range par-dessus, donc vous retirez l'opercule un peu comme votre danette, et bim, c'est parti pour le plaisir. Là, c'est pareil, je vais installer le fermier que j'ai très peu joué. Comment ça marche? J'ai mes compétences que je n'ai pas encore débloquées, j'ai les différentes ressources qu'on va pouvoir récupérer, acheter, j'ai éventuellement mon argent, j'ai le bétail, bref, j'ai toutes les ressources pour le truc. On soulève ici, j'ai peut-être des choses qui sont cachées, en l'occurrence c'est pas le cas, et là j'ai mon jardin qui était déjà toujours en place, parce que le fermier, vous doutez bien, hop, ça on va le virer, on va récupérer le petit sac, et puis en fait, lui son rôle c'est de créer son potager. Donc à chaque tour on va piocher finalement différents trucs de jardin, et qu'on va pouvoir acheter, vous voyez, ici c'est gratuit, 1 et 2. Bon, bref, je veux installer mon personnage, c'est parti. J'en ai marre, je veux jouer un autre personnage, je range ça, je retourne ça, je remets les trucs. Si j'ai des défaits, je les laisse ici, je remets l'opercule, hop, et c'est parti, je me lance sur l'artisane. L'artisane, elle a une petite zone avec des trucs, et bien ça, c'est ce qui était déjà à ce moment-là dans cette zone-là, donc j'ai plus qu'à les remettre à la verticale, et ils sont à l'endroit où ils étaient. Hop, c'est parti, j'ai plus qu'à rejouer. Et ça, je peux le faire n'importe quand dans la partie. Une partie est décomposée en saisons et donc en années, etc. Souvent, on dit qu'on va finir une année avec un personnage, mais en fait, rien n'empêche que si je veux, au bout d'un moment, je peux retirer mon personnage et faire venir un autre. Ou au contraire, un pote vient à la maison, il a envie d'être garde champêtre, et il vient, il va jouer le garde champêtre. On peut s'installer à n'importe quel moment et jouer et profiter du spectacle. Et ça, c'est vrai que c'est un super point. Niveau matériel, c'est top. Installation, sauvegarde, c'est top. Rien à dire là-dessus. Maintenant, le jeu, c'est quoi? Comment ça se passe? Vous voyez ici qu'il y a une saison. Là, on est en printemps. Le début du tour, c'est de piocher une carte météo. La carte météo, ça me dit ici que c'est saison des pluies. Des fois, on a certains personnages, notamment le fermier, il va avoir un effet en fonction du type de météo et de la saison. Il y a certaines plantes qui vont pousser un peu plus facilement que d'autres. Un peu classique. Mais peut-être que ça sera le 3e tour, on a déjà pioché ces cartes-là, c'est la 3e. Des fois, il y a des petits bonus, des petits événements, là c'est les bâtiments qui vont avancer de 1 sur la piste. Mais quand on commence à avoir 3 cartes, on regarde ici. Il y a des événements qui apparaissent en fonction des saisons, en fonction des jours qui s'enchaînent. 3 jours de pluie, on perd de la bouffe, parce qu'on a passé la journée à la maison, du coup on s'est tapé tout le chocolat et tous les gâteaux apéro.
Ici, si on enchaîne un jour de pluie, de ciel et de nuages, eh bien il se passe que on augmente ici les outils. J'imagine que ce temps-là nous a donné envie de bricoler. Ou au contraire, s'il fait soleil, beau soleil, en alternance, ce sont les bâtiments qui vont améliorer. Là, je n'ai pas l'explication. On imagine que un peu de soleil et un petit peu de pluie, ça fait non pas pousser les herbes, mais ça fait pousser les bâtiments qui sont peut-être en champignons. Allez savoir. Donc, l'alternance des météos vont faire que des fois, il va y avoir des événements positifs ou négatifs, et ça peut être un peu rigolo, ça rajoute un petit peu de suspense. Allez, j'espère que c'est la bonne météo, ou alors j'espère que ce n'est pas la bonne météo. Ça, c'est la première étape du tour, c'est votre météo. Ensuite, vous avez votre superbe figurine, et là, c'est vrai qu'on a une figurine par personnage, et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Moi, je n'ai pas envie de peindre parce que je n'ai pas envie d'apprendre et de prendre le temps de peindre, mais c'est vrai que ça peut être franchement magnifique. Elles sont bien faites. Ça va être un jeu un peu de pose d'ouvrier, sauf que vous avez un seul ouvrier et même pas de jeu. Vous allez choisir où est-ce que vous allez vous poser, soit ici pour aller négocier différentes ressources, soit aller sur un bâtiment que vous allez construire, soit peut-être aller créer des bâtiments, ou peut-être partir à l'aventure. Ça va avoir un intérêt parce que soit c'est sur un bâtiment, ça vous dit que là vous pouvez gagner une pièce. Ici, si vous diminuez la capacité de vos lutins, vous pouvez récupérer de la nourriture. Ici, vous allez partir à l'aventure, donc vous allez prendre vos decks aventure qui est ici, et vous allez lire par exemple la terre baille, sans le moindre signe avant-coureur, une grande partie du terrain s'affaisse près de votre chantier, laissant apparaître un immense gouffre béant. Vous entendez un groupe d'ouvriers paniqués hurler sur votre gauche, tandis qu'à droite, un chariot rempli de précieux matériaux s'apprête à basculer dans le vide. Et là, vous avez un choix. Enquérez-vous de la santé des ouvriers, ou tenter de sauver le chariot et ses matériaux avant qu'ils ne disparaissent. Moi, je suis plutôt matériaux. Du coup, je regarde B, ça me donne une affinité village. Bon, là, en l'occurrence, c'est de me donner une affinité village. Ça aura un impact pour le reste du tour. Et puis, vous parvenez à atteindre le chariot et à l'éloigner à temps, sauvant les matériaux. Les ouvriers vous reprochent d'avoir fait passer le matériel avant leur sécurité. Vous gagnez un outil. Mais pour le coup, si j'avais un de ces trucs-là recruté, parce qu'on va pouvoir recruter des lutins ou des villageois pour m'aider dans mes actions, je perdais tout simplement un dé. C'est la partie la plus fun de cette phase-là, c'est d'avoir ces aventures. On a un gros paquet d'aventures, je crois qu'on a 200 ou 100 aventures. Le paquet va augmenter petit à petit. Pareil que des fois, en fonction des saisons, ça va nous dire qu'on pioche un événement. Les événements, on en a très peu au départ, on en a 10, mais petit à petit, en fonction de nos choix, en fonction des événements, ça va s'agrandir. Ce qui fait que c'est un jeu un peu narratif. Il y a un petit scénario. On est dans cette vallée légendaire qui est la vallée de Mistwind, et il y a des petits lutins qui sont aux alentours qu'on va apprendre à apprivoiser, entre guillemets. Enfin, ce ne sont pas des chiens, mais on va apprendre à vivre ensemble et à peut-être nouer des amitiés. Ça va avancer très lentement, ça va être très niais, ça va être très moyen. Et surtout, vous lisez 3 lignes et vous perdez un truc. Enfin, vous lisez 3 lignes et vous gagnez, vous perdez un truc. Il y a une partie scénaristique et on va dire que c'est, on va y revenir après, le seul point positif du jeu. Et pourtant, cette narration est plutôt nulle. Elle n'est pas intéressante, mais finalement, c'est la seule chose qu'on a envie de faire quand on joue, c'est d'avancer dans cette histoire. Et la partie, finalement, se termine quand même quand on a lu le paquet de 200 cartes. Mais en fait, rien ne vous empêche de continuer de jouer. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de fin à ce jeu. Mais globalement, la plupart des gens, je pense, quand ils ont lu toutes les cartes, qu'ils ont finalement redoré le blason de ce village, etc., c'est terminé. On va pas avoir envie de rejouer. Mais en vrai, ça, les événements, je mélange explication et avis, en même temps, c'est pas très grave. Ça, cette pioche d'événements, elle va avancer sans nous. Ce ne sont pas nos choix qui vont faire que ça déclenche les événements, ce ne sont pas nos actions ici, ce sont simplement les météos. Là, en plus, au printemps, il n'y a jamais cette météo qui avance. Ça va être par exemple en été, enfin pas en été, pardon, en fonction de certaines cartes, il va y avoir piocher un événement. Donc, vous savez que de manière cyclique, il va y avoir des événements qui vont avancer, mais vous ne ferez rien du tout, vous pourriez passer vos tours à dire je passe, que ça va avancer sans vous, et finalement c'est le seul objectif du jeu, c'est d'avancer là-dedans, donc un peu moyen. Donc vous faites votre action, c'est fini pour votre tour, et vous faites maintenant votre phase, qui est la plus importante, qui est votre phase personnelle. Votre plateau, soit vous êtes infirmier et vous faites de la ferme, soit vous êtes un artisan et vous faites de l'artisanat, c'est-à-dire que vous allez choisir une action, mais l'action que vous allez choisir, c'est une action de votre affinité, c'est-à-dire que là on avait vu que j'avais fait une action plutôt village, je pourrais faire qu'une de ces 3 actions. Peut-être que j'aurais plutôt commercé pendant la partie, donc j'aurais pu faire plutôt qu'une action là. L'action, c'est soit je revends une de mes ressources, celle de ce type-là, soit je peux aller récupérer dans ma réserve une petite truc et le mettre dans mon petit sac, parce que après, pour ce personnage, je vais pouvoir aller récupérer des ressources, les mettre ici et faire avancer. L'objectif étant que
Avec l'artisan, eh bien, j'ai des requêtes. Ces requêtes me disent que si j'ai telle ressource à tel endroit, je vais pouvoir avoir tel objet. Cet objet-là, je vais le vendre et je vais faire de la thune. C'est le principe de l'artisan, c'est de revendre, de créer des objets et de faire de la thune. Le fermier, c'est de planter des légumes et de faire de la thune. Le garde forestier, c'est d'aller explorer et moi, je ne sais pas s'il fait de la thune, lui, j'ai pas joué. Et bah, la commerçante, bien sûr qu'elle va faire du troc et donc elle va faire de la thune. Donc on a chacun notre petit plateau, notre petit mode de jeu, plutôt rigolo, assez asymétrique. Il ne marche pas du tout de la même façon. Le fermier est un peu plus simple à gérer que les autres. Mais finalement, et donc on continue la critique en même temps que l'explication, parce que j'ai déjà expliqué le jeu finalement. Je ne vais pas vous expliquer règle avec règle, mais on fait une partie sur le plateau et après on fait notre partie personnelle. C'est quel est l'intérêt de progresser sur ce plateau. Certes, vous voyez, ça c'est pas là. Ce sont des compétences que j'ai pu acheter, la compétence loyauté que j'ai acheté en défaussant certaines ressources et qui m'a permis de le mettre là. Ce qui fait que maintenant, quand je fais cette action-là, j'ai un bonus. Donc, mes actions sont plus fortes. Donc, si mes actions sont plus fortes, je crée plus facilement des objets. Et donc, si je crée plus facilement des objets, je valide des requêtes qui sont au niveau du marché ici de plus en plus fortes. Donc, je gagne de plus en plus d'argent. Mais à quoi ça me sert? À rien. Et ça, c'est problématique. Il n'y a aucun objectif dans le jeu. Aucun objectif dans le jeu, si ce n'est de débloquer toutes les compétences, d'augmenter ici nos niveaux. Mais à quoi bon? Ce qui est rigolo, ce qui est cool dans un jeu comme Animal Crossing ou dans un jeu de Harvest Moon, c'est quand on arrive à atteindre tel objectif, on débloque un nouveau truc tout nouveau. On avec des vaches, on débloque des moutons. Ces moutons, certes, ça ne donne aucun gameplay supplémentaire, mais ils ont leur manière de vivre, ils ont leur délai pour produire du lait, ça crée un petit nouveau truc. Et souvent, l'objectif final, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir améliorer notre maison, acheter une maison de plus en plus grande, pour plaire à notre future femme, ou finalement, dans Animal Crossing, rembourser la dette que l'on a auprès de Nook, pour après, encore une fois, acheter une maison de plus en plus grande. On a des micro-objectifs qui ne changent absolument rien au gameplay, mais qui font qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus de choses et qu'on réussit notre vie. Là, bah finalement, on va améliorer nos compétences pour vendre plus, mais uniquement dans l'idée de vendre plus, parce qu'on va débloquer aucun contenu. Tout ce que j'ai ici, je l'ai depuis le début. Alors, mes compétences, je les achète, et puis j'en ai d'autres qui doivent être en dessous, que je vais pouvoir acheter. Mais ces compétences me permettent juste d'aller plus vite. Ça me débloque pas, ça me donne pas l'impression d'avoir une nouvelle partie du jeu. Donc, très rapidement, on tourne en boucle, et si au départ c'est rigolo de découvrir un personnage et ses pouvoirs, on va faire exactement la même chose et ça va être ultra redondant. Au niveau du plateau, la partie village, finalement c'est pareil. On peut créer des bâtiments. Ces bâtiments qui vont monter ici, on a toute une pile de bâtiments et on va pouvoir les placer sur la ville, on va pouvoir découvrir des nouvelles zones pour pouvoir étendre notre ville. Et finalement, ces actions-là nous permettent d'avoir des ressources. Ces ressources-là, généralement, nous permettent de créer des nouveaux bâtiments. Des fois, elles vont nous permettre d'avoir une interaction sur certaines aventures. Mais en fait, à quoi ça sert d'avoir des ressources? Eh bien rien. Alors, on a des défis. Et à la fin de chaque année, de chaque saison même plutôt, on doit essayer d'avoir validé un défi qui nous donne d'autres ressources, qui nous donne des bonus. Et si on n'a pas réussi, on aura un malus. Mais ça sert à rien. Finalement, tout ça, c'est tourner en rond, on prend des ressources pour créer des bâtiments, pour gagner d'autres ressources, pour créer des bâtiments, et ça n'a aucune finalité. Donc finalement, on va s'amuser à spammer les aventures, parce que c'est le seul petit moment un peu excitant, un peu narratif, avec des choix. Mais tout le reste, ça pourrait être inexistant, que ça ne changerait rien. Et d'ailleurs, on a souvent plein de ressources avec les aventures, donc c'est souvent plus rentable d'aller à l'aventure, plutôt que d'aller ici pour gagner une pièce, ou d'aller ici pour gagner un en nourriture. Donc, encore une fois, un cercle qu'on va faire, on va enchaîner sans but. Le seul objectif, c'est finalement d'attendre, de faire en sorte que nos tours passent suffisamment vite pour aller piocher une carte événement et avoir la petite récompense, le petit sucre qui nous dit, là on va pouvoir avancer un petit peu dans l'histoire, dans l'aventure complète, si tant est que cette histoire soit vraiment palpitante, ce qui après quelques heures de jeu n'est vraiment pas le cas. Du coup, ce qui fait que moi j'ai trouvé ça particulièrement inintéressant. Le matériel est top, ça donne envie de jouer, c'est joli, mais on tourne en boucle, on fait exactement toujours la même chose, sans aucun objectif. Et ça, c'est vraiment le problème. Je m'en fiche qu'il n'y ait pas de fin. Ça ne me dérange pas de jouer à un jeu en boucle pendant 60 heures ou quoi. Farmville sur le téléphone portable, j'y ai joué des heures et des heures. J'ai dépensé des thunes pour participer à des événements et gagner la petite vache avec un petit nœud rouge. Ça ne me dérange pas, mais
dans Farmville, j'ai des objectifs hebdomadaires qui me donnent une récompense. Ça me donne un nouvel animal un peu spécial, ça me donne une plus grosse maison, ça me donne un déguisement de je ne sais pas quoi. Là, on fait des choses en boucle, juste pour les faire en boucle, on n'a aucune récompense, on n'a aucun objectif intrinsèque dans la partie, on ne fait qu'attendre que les jours passent, que les saisons passent pour aller regarder les événements. Et finalement, c'est peut-être ça un peu le message de ce jeu, c'est que on passe notre vie non pas à la vivre, mais à attendre que le temps passe, dans l'espoir qu'il va se passer quelque chose de merveilleux dans notre vie. Et ben non, si on veut que quelque chose de merveilleux dans notre vie, il faut le déclencher, il faut le chercher, on ne peut pas juste attendre. Et peut-être que c'est ça la philosophie, le message profond que veut nous transmettre Mistwind. Mais en l'état, c'est un jeu que je ne vous conseille pas, c'est un Zeugma de plomb. Ça ne m'a pas plu, c'est cher, mais le matériel est présent, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de perdre votre temps, c'est un jeu qui est pour vous. Si vous avez envie de faire quelque chose de constructif, et constructif ne veut pas dire un jeu qui a une fin, ça veut juste dire qu'il faut qu'il y ait une carotte, une amélioration, une sensation de profondeur et d'enrichissement de gameplay. Là, c'est pas le cas. Vous allez faire une boucle infinie de je ne fais rien, je perds mon temps, au lieu de faire autre chose, comme vous abonner. Donc voilà pourquoi je n'ai pas aimé Mistwind. Et en fait, il s'avère que c'est un peu l'ambiance globale des différentes vidéos que j'ai vues sur Mistwind. Tout le monde trouve la même chose. Pourtant, sur BGG, il a un avis, une note folle. Alors j'imagine que comme c'est un Kickstarter, les gens qui ont claqué les 100 balles, plus les extensions bonus, plus le tapis, le playmate, etc., et le playmat, ils ont envie d'aimer le jeu, donc ils boostent un peu leur note. Également, aux États-Unis, on a une manière de consommer et de voir le jeu beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins précis. Mais franchement, en l'état, c'est un jeu qui est quand même très très moyen. Et je suis bien content parce que j'ai failli pledger le all-in avec l'extension là, qui était il y a 2 mois sur Kickstarter, parce que tout le monde en parlait. Mais j'avais vu une vidéo de Martin Lafrenière. Je crois que c'était lui, je sais plus. Un des deux Martin Montreuil ou Martin Lafrenière, je sais plus. Et clairement, ça m'a dissuadé. J'ai quand même sauté sur le jeu grâce à l'argent que j'ai, grâce aux liens affiliés. Et merci encore, grâce à vous. J'ai pu passer de très mauvaises soirées. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Nous, on se dit à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Abonnez-vous, il y a des liens affiliés en description, je l'ai déjà dit. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.